Le billet d'humeur, Aurélien Veil. Bonjour Margot. Je voudrais commencer cette chronique par quelques instants de silence, en hommage à Dominique Bernard, professeur de lettres au collège Gambetta à Arras, assassiné le 13 octobre par un terroriste islamiste, presque 3 ans jour pour jour après Samuel Paty. Dominique Bernard était un spécialiste de Julien Gracq, l'écrivain qui a illuminé ma jeunesse par la poésie synesthésique de son roman surréaliste Au château d'Argol. Que la mémoire de Dominique Bernard soit une bénédiction. Terrorisme à Arras, terrorisme à Bruxelles, terrorisme dans le sud d'Israël. Partout, le terrorisme islamiste répand la mort et la désolation par la haine de nos sociétés et de leurs valeurs démocratiques. 10 jours après l'attaque du 7 octobre, perpétrée par les mouvements terroristes palestiniens sous la direction du Hamas, on dénombre en Israël 1400 morts, 3000 blessés et 199 otages, parmi lesquels 19 Français tués et 13 retenus en otage dans des conditions indescriptibles. Ce bilan terrifiant, colossal pour un petit pays de 9 millions d'habitants, la barbarie avec laquelle ont été perpétrés massacres, viols et tortures, et enfin la prise massive d'otages emmenés à Gaza, contribue à faire de l'attaque du 7 octobre une agression d'un genre nouveau, tenant à la fois de l'attaque surprise du 11 septembre et de la prise d'otages massive de Beslan en Russie en septembre 2004. Singularité supplémentaire, le caractère international du massacre. Parmi les victimes, on compte 158 ressortissants, issus de 41 pays du monde ainsi que 103 disparus. Les papiers retrouvés sur les assaillants tués lors des combats confirment que les objectifs de l'attaque n'étaient pas militaires mais civils. Au regard du droit international, c'est donc une action terroriste, et en aucun cas un acte légitime de combat contre l'occupation de la Palestine. Les horreurs de cette journée d'infamie sont légion. Mitraillages aveugles, grenades lancées dans les abris, personnes âgées poursuivies, familles attachées ensemble avant d'être brûlées vives, femmes abusées et éventrées, enfants torturés. Pour citer l'historien Vincent Lemire, l'objet des horreurs qui ont accompagné l'attaque terroriste est de transpercer les consciences, d'atteindre notre dignité et notre lucidité. Cette horreur est décuplée par l'usage intensif de la technologie et des réseaux sociaux, sur lesquels le Hamas diffuse sa propagande et les vidéos des massacres. L'exposition de ces crimes au monde entier vise à terrifier la population d'Israël, celle de ses alliés et celle du monde entier, dont une partie demeure pourtant silencieuse sur le sort des otages, parmi lesquels de nombreux enfants, dont le Hamas enregistre des vidéos pour attiser encore l'horreur et l'angoisse des familles. J'ai été particulièrement horrifié, en tant que petit-fils de survivants de la Shoah, de constater la vitesse à laquelle ont émergé les théories négationnistes contestant la réalité, l'ampleur ou les modalités des massacres du 7 octobre, notamment les massacres des enfants. M'a frappé la similitude avec les méthodes employées par Robert Faurisson, David Irving, Ernst Sundell pour contester l'extermination par les nazis de 6 millions de juifs. Hypercriticité, ergotage, sélection et falsification de témoignages. Autres pratiques inqualifiables, l'inversion accusatoire qui essaie de transformer les Israéliens de victimes en bourreaux et la nazification d'Israël, accusée de génocide, de nettoyage ethnique, alors que Gaza, malgré l'explosion de sa démographie depuis 1948, est comparée au ghetto de Varsovie, dont les habitants ont été exterminés par la faim, le feu ou dans les chambres à gaz de Treblinka. L'objectif de Tsahal, en réponse à l'attaque du 7 octobre est clair, détruire les capacités militaires du Hamas afin de protéger ses citoyens contre la réitération de pogroms sur son territoire. La densité de population à Gaza et surtout l'imbrication entre infrastructures civiles et militaires, liée à la dissimulation par le Hamas de son armement dans les écoles et les hôpitaux, rend la réalisation de cet objectif délicat. Dans le même temps, la tension internationale croît. Après avoir utilisé le Hamas pour attaquer Israël au sud, le gouvernement iranien utilisera-t-il le Hezbollah pour l'attaquer au nord et déclencher une guerre régionale? La fermeté du soutien apporté par l'administration Biden suffira-t-elle à éviter l'embrasement du Proche-Orient? Sur le plan intérieur, en Israël, l'attaque a permis la restauration de l'unité nationale, incarnée par la création d'un gouvernement d'union, l'effacement des divisions politiques entre la gauche et la droite. Depuis le début de la guerre, 165 000 Israéliens sont revenus de l'étranger rejoindre l'unité militaire dans laquelle ils sont affectés, témoignant de l'attachement à leur pays. Cette concorde tranche avec les réactions de violence antisémites dans le monde entier ou de nombreuses manifestations de soutien à la Palestine, ont viré à l'appel au meurtre des Juifs et des Israéliens indistinctement désignés à la vindicte et la haine. À Londres et Amsterdam, on a invoqué les massacres de Khaybar et le retour de l'armée de Mohammed. À Berlin,
Des façades d'immeubles ont été maculées d'étoiles de David dans l'esprit de 1933. À Sydney, on a chanté « Gas the Jews ». Face à de tels déferlements de haine et alors que le nombre d'actes antisémites explose en France, quel rôle pour la diaspora? Témoignant de l'unité et la solidarité du peuple juif, elle doit s'affirmer comme le soutien d'Israël sur les plans moral, matériel, financier et informationnel. Il faut faire entendre au monde entier la voix de l'État d'Israël et des Israéliens, lutter contre les fake news, les excès de la propagande palestinienne et les manifestations d'antisémitisme. En diaspora, comme en Eretz Israël, il faut aussi, comme pour la Shoah, recueillir les témoignages des survivants et entretenir la mémoire des morts, dont le tombeau est notre souvenir. Pour toujours, un seul peuple. Am Israël Chai.